donc la thématique de l'infertilité. Et pour parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Sophie Gibert, qui est médecin généraliste avec une spécialité gynéco obstétrique et qui accompagne aussi depuis peu, qui est formée pour accompagner les personnes transgenres. Bonjour. J'ai aussi Fabienne Béjoin, qui est éco-infirmière, qui nous expliquera un peu plus tard ce que c'est du coup et quel est ton travail et comment tu interviens auprès des personnes en situation d'infertilité. J'ai Bonjour. aussi Christelle de l'association Procréa, qui est une association, enfin présidente et cofondatrice de l'association, qui est une association qui a pour but de vulgariser et d'informer sur la procréation médicalement assistée. Bonjour à vous. Pardon. Et nous avons aussi Victor, qui est auteur et photographe et auteur du premier livre Génération infertile, dont tu pourras nous en parler un peu plus. Et tout récemment, un livre photo en auto-édition qui s'appelle Cicatrice, c'est ça, sur le parcours de l'infertilité et de la PMA. Donc merci à tous les quatre d'être parmi nous ce matin. Et je vais commencer à Sophie, éventuellement Victor, enfin vous pouvez compléter tous les deux. On parle d'infertilité, mais justement, c'est quoi l'infertilité ? Alors l'infertilité, c'est la volonté de concevoir depuis plus d'1 an pour un couple avec des rapports réguliers sans contraception et donc l'absence de conception. C'est à distinguer c'est une baisse de fertilité qui est momentanée, qui peut être transitoire et qui n'est pas définitive. Voilà, il y a une temporalité à mesurer, quoi, hein. C'est vraiment 1 an. Pour les personnes, quand la femme a plus de 35 ans, on peut estimer que l'infertilité peut justifier une prise en charge à bout de 6 mois d'attente de conception avec des rapports réguliers sans contraception. Là, je vais pousser Voilà. je trouve plus mes mots, à aller consulter plus vite. Tout à fait. Du coup, une vraie différence entre infertilité et stérilité. Alors la stérilité, finalement, on ne peut que la diagnostiquer qu'a posteriori, hein, c'est-à-dire qu'une fois que la femme ou le couple n'a pas pu concevoir du tout, et donc effectivement a posteriori. Mais il y a des fois des abus de diagnostic où on a dit voilà, c'est un couple stérile et puis finalement il y a des conceptions. Donc on peut pas dire ça. C'est un vrai sujet. On peut déjà dire que très vite, souvent, il y a des discours assez rapides de vous êtes infertile, vous êtes stérile, et finalement, il faut quand même laisser la porte ouverte. On ne sait pas vraiment combien de femmes en C'est parcours d'adoption sont tombées enceintes alors qu'elles se pensaient stériles. Et Victor, on parle de combien de personnes ? Ça touche combien de personnes, cette infertilité ? Alors, les chiffres sont pas très précis, mais on considère qu'il y a à peu près un couple sur 4 qui est concerné. Pourquoi un couple sur 4 ? On parlait à un moment d'un couple sur 6, mais en fait, c'est un couple sur 4 par projection, parce que c'est un couple sur 4 qui est en âge de faire un enfant. Et que l'infertilité se découvre, se diagnostique à partir du moment où on est dans un parcours pour avoir un enfant. C'est assez rare, finalement, qu'on sache qu'on est infertile avant d'essayer d'avoir un enfant. Donc, ça concerne énormément de personnes, sans compter les personnes qui ne vont jamais consulter ou les personnes qui ne s'en rendront jamais compte, finalement, parce qu'ils ne voudront pas d'enfant ou n'essaieront pas d'avoir d'enfant. Okay. Donc, un couple sur 4, ça reste énorme. Ouais. Vas-y, Christelle. Selon les données de l'OMS, c'est 17,5% de la population mondiale. Donc, c'est un phénomène qui est quand même assez grand. Et c'est un problème de santé publique, en fait. Voilà. Tout à fait. Moi, il y a un sujet qui me titille souvent, parce que quand on parle d'infertilité, on parle souvent des femmes. C'est souvent elles qui sont investiguées en premier. Mais concrètement, est-ce que vraiment c'est un problème que de femmes ? Vas-y. Alors non, bien sûr. Comme l'a dit Martin Winkler vendredi, effectivement, la physiologie des femmes est complexe. Il y a plus de paramètres qui jouent. Donc, voilà, il y a plus de causes féminines en diversité. Mais sinon, il n'y a pas évidemment que
la fertilité féminine qui compte dans le couple, hein, puisque si les chiffres, on a revu tout à l'heure, c'était un tiers, donc un tiers de cause féminine, un tiers de cause masculine, et puis un tiers de cause peut-être inconnue ou mixte. Voilà, donc c'est pas qu'une histoire de femme, c'est avant tout une histoire de couple. Et c'est vrai que moi, souvent, au cabinet, j'ai des femmes qui viennent me voir pour faire un test de fertilité. Et je leur explique qu'il n'y a pas de test de fertilité, que la fertilité, c'est une histoire de couple et que ça évolue, c'est un instant T et qu'on peut faire des examens à un instant T, mais ça va évoluer et surtout, ça va dépendre du partenaire, si ça va coller ou pas. Hein, ces paramètres biologiques vont coller ou pas avec la personne en face pour concevoir. Voilà, donc on ne peut pas dire que ce soit que féminin. Tu veux rebondir ? Non, effectivement, c'est pas du tout que féminin. Pour les hommes, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus simple parce que, comme on disait, le rôle dans la procréation de l'homme, c'est les spermatozoïdes. Donc, quand il y a un problème, c'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher, alors que pour la femme qui accueille donc l'enfant, il y a beaucoup plus de possibilités d'infertilité diverses et qui peuvent même se combiner. Mais effectivement, sur l'infertilité vue comme une problématique de couple, c'est hyper important de penser à ça, parce que c'est vrai que, pour parler par exemple de mon cas, c'est ma femme qui a été diagnostiquée infertile et moi j'étais censé être fertile, sauf que je ne l'ai jamais imaginé, envisagé comme ça. C'est-à-dire que moi je voulais faire un enfant avec ma femme, je ne voulais pas faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Donc c'était le couple qui était infertile, ce n'était pas seulement ma femme en fait, c'était notre projet qui était infertile. Ce qui change quand même vachement la posture du coup et la vision d'aller dans le processus médical et d'être accompagné. Oui, c'est ça. C'est une problématique générale sur la place des hommes dans un parcours médical, surtout quand ils sont diagnostiqués comme étant fertiles. Très vite, on peut être écarté du processus parce que l'essentiel du travail, des interventions se font sur le corps de la femme, du début jusqu'à la fin. Nous, on a juste à aller dans une petite salle, éjaculer de temps en temps et donner des paillettes. En plus, on a un joli mot pour ça. C'est vrai. Voilà. Et donc, alors, c'est en train de changer un petit peu quand même, hein, petit à petit, doucement. Mais pendant un moment, moi, en tout cas, pendant mon parcours, c'était vraiment moi qui devais insister pour être là à chaque étape et pour vraiment m'imposer en tant qu'accompagnant, en tant qu'autre personne du couple, pour qu'on partage ensemble ce parcours d'infertilité et ce parcours pour avoir un enfant. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire les livres ? Alors, disons que chronologiquement, ce qui a commencé, c'est le travail photographique. Parce qu'en tant que photographe, j'ai voulu laisser une trace. Comment vous dire ? Comme beaucoup de couples, on en parlait tout à l'heure, les personnes infertiles découvrent qu'elles sont infertiles quand elles commencent à essayer d'avoir un enfant. Et donc, nous, on avait une trentaine d'années, on est parti un peu la fleur au fusil, on nous a dit, c'est bon, tout va bien se passer, attendez un petit peu. Et donc, les échecs se sont multipliés. Au bout de 6 mois, on a connu une fausse couche qui a été assez douloureuse. Au bout d'1 an et demi, on a connu une grossesse extra-utérine, donc ça, je ne connaissais même pas le terme, qui a été donc évidemment douloureuse. Et c'est à partir de cet instant-là où on a dit, qu'est-ce qui se passe ? Là, on était censé... je sais pas, faire une promenade en amoureux ou une petite course de 5 km, on en est au 30e kilomètre, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on s'arrête 2 minutes ? Et donc, ça a été le travail photo que j'ai commencé à ce moment-là, qui aurait pu s'arrêter du jour au lendemain, mais qui a encore duré 1 an et demi. Même 2 ans, pardon. Et donc ça, c'est le travail photo qui a commencé. C'était un peu pour prendre du recul, pour un peu mieux comprendre ce qui se passait. Et c'était le comprendre d'un point de vue intime. Mais après, comme ma femme et moi sommes journalistes, on a aussi voulu le comprendre d'un point de vue plus global. Et en essayant de se renseigner, on s'est rendu compte à quel point, c'est en train de changer ça aussi, hein, mais c'était difficile de trouver des informations grand public, faciles d'accès sur toutes les questions liées à l'infertilité. Et donc, avec une amie, une collègue journaliste, dont l'idée du livre vient d'elle d'ailleurs, hein, je dois lui remettre à César ce qui lui appartient, on a décidé de se lancer dans la rédaction de ce livre, donc Génération infertile, pour essayer de faire vraiment un panel complet de toutes les questions autour de l'infertilité. Voilà. Et d'ailleurs, chronologiquement, c'est ce livre-là qui est sorti d'abord, même si les photos ont commencé avant.
Voilà, c'était vraiment dans l'idée d'essayer de comprendre ce qui nous arrivait et de comprendre que la fertilité est autant une problématique globale qu'une blessure intime. C'est assez intéressant justement de voir que ça évolue et qu'il y a un besoin de compréhension et que des associations du coup comme Procréa se mettent en place pour expliquer la situation. Et j'aimerais aussi rebondir parce qu'on parle d'hommes et de femmes depuis tout à l'heure, mais finalement l'infertilité au sens plus large, l'accueil d'un bébé dans un couple ou chez une femme, ou on parle de femmes lesbiennes, etc. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu constates sur le terrain en accompagnant ces personnes? Comment c'est vécu cette infertilité? Alors, au titre de l'association, on constate 3 grandes problématiques. Donc, une première problématique autour du déficit d'information, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas forcément le jargon médical, technique. Ils ne connaissent pas aussi les possibilités, les potentialités qui leur sont offertes. Donc ça, c'est un grand travail qu'on essaye de faire au niveau de l'association, justement pour amener l'information à ces personnes. Sur le deuxième point de l'information, il y a le sujet du don de gamètes, qui est une potentialité que les gens n'envisagent pas tant qu'ils ne sont pas rentrés dans le parcours, et qui, pour moi, aujourd'hui, dans la politique de communication en santé publique, c'est un peu une lacune, notamment aussi pour les personnes qui sont dites racisées, comme moi-même, par exemple. Il y a une vraie problématique de stock de gamètes qui fait que une femme ou un couple racisé qui va rentrer dans un parcours va attendre 2 fois plus de temps pour tomber enceinte ou pour être prise en charge, ce qui est quand même une grande difficulté, là où des fois le temps joue contre nous. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sinon, on a le problème de l'accompagnement pour moi. Donc il y a encore 2 volets. Il y a des personnes qui rentrent dans ces parcours qui ont des pathologies particulières, comme par exemple l'obésité, qui ont besoin pour améliorer, je dirais, les paramètres de réussite de leur parcours, doivent perdre un peu de poids ou doivent jouer sur certains aspects de leur hygiène, je dirais, diététique et globalement de vie. Et souvent, malheureusement, je parle sous le contrôle de Sophie, le corps médical est un peu dur et sec et dit bon, bah, vous devez perdre du poids, vous avez un IMC. Donc, IMC, c'est quoi déjà? Indice de masse corporelle, qui n'est pas dans les normes, mais il faut perdre du poids. Mais bon, perdre du poids, des fois, pour ces gens-là, c'est tout un combat, c'est le combat d'une vie. Et ça ajoute une problématique supplémentaire au problème de l'infertilité. Pardon si vous ne m'avez pas entendu. En termes d'accompagnement aussi, il y a les aspects psycho-émotionnels. Donc là, comme vous avez pu le vivre, Victor, avec ta femme, c'est les montagnes russes, c'est les espoirs, les désespoirs, l'envie d'abandonner, etc. Et parfois, malheureusement, je dirais l'équipe médicale n'est pas forcément la meilleure adaptée pour assurer ce relais. Donc au niveau des associations, il y a des groupes qui peuvent se créer, qui permettent aussi de décharger certaines détresses. Donc je ne dis pas que ça fait tout, mais ça permet aussi d'accompagner certaines personnes qui sont en demande d'échanges et de discussions sur leurs propres ressentis. Troisième niveau, pour moi, de problématique, il y a la prise en charge. Donc, dès qu'on atteint plus de 40 ans, pour une femme, ça peut devenir très problématique dans le système, je dirais, français, où je dirais que sur le plan biologique, les paramètres de fertilité sont moins bons. Et donc, du coup, il peut être assez rapide de déconduire ces femmes qui se trouvent un peu en errance, malheureusement, et qui, certaines fois, sont donc amenées à se tourner vers l'étranger, des fois même d'abandonner leur projet, parce que l'étranger, ça veut dire que ce n'est pas pris en charge en France, et que le coût financier sera donc forcément plus élevé. Et puis, il y a aussi le cas de certains profils psychosociaux. Dans le LGBTQIA, on a le A de asexuel. Et par exemple, il y a ces profils qui ne rentrent pas forcément dans les cases, pour peu qu'elles ont
un peu moins de la trentaine, si elles sont seules, ça peut être problématique pour elles de pouvoir être prises en charge dans le système, tout simplement parce que c'est des profils sociaux spécifiques et que le système aujourd'hui ne sait pas vraiment prendre en charge et traiter. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur ce que j'ai dit. On poursuit. Ouais, je pense que tu as évoqué énormément de points et on sent qu'il y a encore beaucoup de lacunes dans l'accompagnement. Et on pense aussi à toutes les personnes en minorité qui ont besoin d'autant plus d'accompagnement. Déjà que c'est dur, on l'entend dans des couples classiques, hétéros, blancs, et on ne peut penser qu'encore plus à ces personnes qui ont encore des difficultés d'accès. On va revenir sur les solutions après, mais avant, j'aimerais quand même faire un point parce qu'on parle de plus en plus que la fertilité diminue avec un discours un peu anxiogène. Mais est-ce que ce serait peut-être bien de faire un constat concret? Est-ce que vraiment ça diminue? Et si oui, pour quelles raisons? Victor ou... Alors, globalement, oui, la fertilité diminue. C'est assez difficile d'évaluer ça parce que disons que les données sont pas forcément sur le long terme, sont pas forcément faciles à avoir. La donnée la plus connue, c'est évidemment la quantité de sperme qu'on a pu mesurer dans des méta-analyses sur 50 ans et tout ça, et on s'est rendu compte que les hommes produisaient 50% de moins de sperme qu'il y a 50 ans sur toute la population mondiale. Hein, c'est vraiment une problématique mondiale, comme disait Christelle. Et mais bon, par exemple, pour dire à quel point c'est compliqué, les hommes produisent 50% de spermatozoïdes en moins, mais on passe de 20 millions à 10 millions. Donc c'est pas non plus, voilà, ça fait peur, mais c'est pas forcément là-dessus que va se jouer la baisse mondiale, en tout cas aujourd'hui, la baisse de la fertilité. Mais en fait, ce qu'il faut analyser, et puis bon, aussi parce que bien sûr, maintenant les gens parlent de plus en plus de ces problèmes de fertilité, c'est beaucoup plus documenté, il y a beaucoup plus de chiffres. Donc en fait, disons que c'est des chiffres et des tendances qui sont en train d'être analysées. Sur les causes de l'infertilité, disons que le problème numéro un, ça reste l'âge. Voilà. Et que les hommes et les femmes font des enfants de plus en plus tard pour des raisons qui leur sont propres, bien sûr. À préciser d'ailleurs que, on ne le sait pas forcément, mais il y a une horloge biologique des hommes aussi. Hein, la qualité C'est bien de le dire. Voilà, la qualité des spermatozoïdes diminue avec l'âge aussi. Et les pathologies peuvent se renforcer par ailleurs au fur et à mesure de l'âge. Et voilà, donc c'est le facteur principal de la diminution de la fertilité dans le monde. Voilà, on fait des enfants plus tard, c'est normal. Après, il y a énormément de pathologies qui peuvent expliquer la diminution de la fertilité. Donc pour les hommes, on l'a dit, c'est une litanie de pathologies en spermie, et donc l'azospermie, la tératospermie. Enfin, il y a énormément je crois que je vais peut-être en inventer un d'ailleurs. Mais enfin bon, il y a énormément de choses autour de ça, autour de la production des spermatozoïdes. Et pour les femmes, ça va être des mots que vous connaissez sans doute déjà, comme le SOPK ou l'endométriose, qui sont les deux grosses pathologies qu'on connaît le plus. Il y a aussi des infertilités de couple dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire des incompatibilités, parfois qu'on peut même voir sur le plan génétique, entre des couples. Voilà, il y a énormément, en fait, d'une manière générale, il y a énormément d'infertilité qu'on est en train de découvrir et analyser. Je pense que Martin Winkler l'a dit, j'étais pas là, mais la procréation, d'une manière générale, c'est un processus qu'on comprend encore assez mal dans la médecine. Je parle sous le contrôle, bien sûr, du médecin. Et donc, on découvre à nouveau énormément de choses en ce moment même, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que voilà, l'infertilité augmente. Mais la connaissance de ce processus augmente en même temps. Donc, il y a un petit message d'espoir aussi derrière ces chiffres qui font un peu peur. C'est important. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est l'épigénétique qui ouvre de grandes portes. Et là, je passe la parole à Fabienne pour nous parler des perturbateurs endocriniens qui jouent énormément sur le potentiel d'expression de nos gènes. Oui, tout à fait. C'est quand même maintenant une expression qu'on entend partout, je crois, perturbateur endocrinien. Je pense Est-ce qu'on peut juste préciser l'épigénétique? Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. C'est
capacité. En fait, on a un génome, c'est le bagage héréditaire qu'on reçoit de nos parents, avec des gènes plus ou moins sympathiques, on va dire. Et l'épigénétique, ça va être la faculté d'exprimer comment on va pouvoir exprimer ou pas certains gènes. Et ça, c'est vraiment notre environnement qui va contribuer à cette expression. Voilà. Et donc, dans notre environnement, on trouve aujourd'hui de nombreux perturbateurs endocriniens. Et qu'est-ce que ce sont finalement que les perturbateurs endocriniens ? On peut simplement dire que ce sont des substances que l'on peut assimiler soit par l'air que l'on va inhaler, par l'eau, par les aliments que l'on va manger, tout ce qu'on peut aussi s'appliquer au niveau de la peau et des muqueuses. Et ces substances, en fait, elles ressemblent en fait à nos hormones naturelles. Elles peuvent les mimer, les remplacer, les bloquer. Tout ça fait que ça peut induire en fait notre corps en erreur. Ça brouille la bonne communication hormonale dans notre organisme. Or, cette communication hormonale, elle est indispensable au bon fonctionnement de tout notre corps, finalement. Finalement, notre système hormonal, c'est comme une partition de musique hyper précise et la moindre petite anicroche va venir déséquilibrer quelque chose. Les hormones, en fait, elles sont comme des messagers finalement qui passent par les voies sanguines, donc on s'en rend pas compte, mais on en a une 50aine. Et donc il y a des actions vraiment qui se produisent au niveau de la capacité à se reproduire, mais il y a également des actions grâce aux hormones sur le métabolisme, sur la régulation de notre taux de sucre dans le sang, sur nos capacités également neurologiques, etc. La particularité des perturbateurs endocriniens, c'est vraiment qu'ils agissent à faible dose. Donc, ils n'agissent pas comme d'autres polluants. Ils ont vraiment cette spécificité. Donc, ce qui fait que finalement, la problématique n'est pas tant la dose, parce que certains agissent même à plus faible dose qu'à très grande dose. La difficulté, c'est qu'ils agissent de façon insidieuse. Et ce qui nous embête, ça va être plutôt des durées avec des petites expositions et des durées prolongées. Il va y avoir également l'effet cocktail entre eux qui pose également souci, parce que certains pris indépendamment ne poseront pas de problème, mais entre eux vont avoir des actions qui vont être exponentielles. Ils posent également problème sur des périodes vraiment spécifiques, dont la préconception. Donc là, on en parle aujourd'hui sous l'angle des difficultés et des problèmes de fertilité. Et dans leur particularité, c'est que plus il y a une exposition précoce à ces polluants, plus les difficultés en fait sont, on va dire, amenées à se produire sur la durée, sur les années et parfois même sur des périodes différées qui font que ça peut s'exprimer à l'âge adulte, voire sur des facteurs transgénérationnels. Voilà, donc on les piste, on les trouve en fait un petit peu partout aujourd'hui. C'est dans les emballages, les produits cosmétiques, de nettoyage, les poussières domestiques, ustensiles de cuisine, etc. Et ils ont des noms assez barbares, mais qu'on connaît un petit peu maintenant. Phtalate, bisphénol, je suis sûre que vous en avez tous entendu un peu parler aujourd'hui. Heureusement, on a quand même aujourd'hui des choses à faire et je pense que là, on va plutôt essayer d'amener le débat sur les solutions et des pistes positives aussi pour amener des perspectives un petit peu plus réjouissantes. Ouais, je l'avais mis un peu plus loin dans la logique, mais je pense qu'on peut peut-être enchaîner directement. C'est ce qu'on disait ensemble. Ouais. C'est un sujet qui peut être assez anxiogène, moi je trouve, parce qu'on en parle de plus en plus. On sait que c'est partout autour de nous. Et moi, quand on en parlait avec Fabienne pour préparer le temps, je lui ai dit, mais comment tu fais pour aborder ce sujet sans justement être alimenter l'anxiété et voilà, qu'est-ce que tu as... Enfin, voilà. Je suis passée par là aussi, clairement. Moi, j'ai eu une claque finalement en découvrant tout ça. J'étais déjà maman, donc clairement, il y a une grosse prise de conscience qui est, on va dire, douloureuse. J'ai pas eu de problème de parcours d'infertilité, mais pour ma part, je trouve que c'est ce qui me porte là, c'est vraiment l'idée de diffuser ces informations. Alors, c'est pas juste moi qui le décide. Il y a des plans nationaux en France, plans nationaux de santé environnementale. Il y a également des stratégies nationales pour les perturbateurs endocriniens. Et vraiment, à l'échelle mondiale aussi, c'est porté par l'OMS, cette volonté de diffuser ces informations, de mieux expliquer comment ça fonctionne, comment s'en protéger également aujourd'hui. Donc, comment finalement ne pas être dans quelque chose d'anxiogène. Le fait d'y être passé, déjà, ça permet de se dire, bon, ok, voilà, qu'est-ce qui marche ou pas. Mais je crois qu'il faut vraiment prendre les gens là où ils en sont quand on les accompagne. Et c'est le cas par le biais de mon métier, finalement. Quand je suis amenée, moi, à accompagner des personnes, c'est vraiment, voilà, on fait un état des lieux. Aujourd'hui, dans votre
sphère domestique, dans votre sphère professionnelle, il y a telle et telle exposition, on en fait le constat. Par contre, pas de panique, il y a toujours quelque chose à faire en fait, quel que soit le moment où on s'y prend. C'est voilà, où est-ce que vous en êtes, par quoi est-ce que vous vous sentez de commencer. Et vraiment une technique de petits pas, finalement, pour progressivement amener à ces changements de comportement, amener à réduire nos expositions dans la mesure où on peut le faire, parce qu'il y a certains polluants qui sont plus faciles à éliminer que d'autres. Mais vraiment de garder un discours positif, parce que on peut être un peu tétanisé, il y a un peu cet effet autruche aussi, on n'a pas forcément envie d'aller regarder. Je crois qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien de forcer les choses aussi auprès des personnes. Ce ne sera pas le bon moment pour elles. Par contre, le jour où elles se sentent vraiment capables de regarder les choses, d'aller creuser un peu plus, bon, bah là, il y a des personnes, des professionnels de santé qui sont formés, qui sont capables de les accompagner et de répondre à des questionnements. Merci. Pour ça, moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, c'est vraiment cet accompagnement individuel, et je trouve ça positif de voir que des gens se forment à vraiment ces thématiques spécifiques pour pouvoir répondre de manière individuelle et pas forcément un conseil où on va tout donner, et du coup c'est hyper anxiogène, et se dire ok, je fais la démarche d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît, qui va répondre à ma problématique, et voir ce qu'on peut mettre en premier pour vraiment agir. Donc il y a vraiment des accompagnements que tu fais dans ce sens-là, quoi. C'est vraiment l'idée d'être dans le sur-mesure aussi, en plus du général, qui est déjà très bien, mais vraiment de personnaliser l'accompagnement. Pour moi, c'est un facteur clé aussi pour l'amélioration. Et c'est des co-bénéfices, ces mesures de réduction aux expositions, c'est des co-bénéfices fertilité pour l'objectif là de concevoir un enfant, mais c'est également des co-bénéfices pour sa propre santé, la santé de son futur enfant et des générations futures aussi. Donc voilà, c'est hyper encourageant quand on sait tout ça, c'est un petit moteur supplémentaire pour y aller. Du coup, c'est déjà une bonne piste de solution. Aller décortiquer dans le quotidien et des petits pas. Dans les autres réflexions qu'on avait, on a parlé des pathologies, donc entre autres gynécologiques. Sophie, on parlait d'attendre 1 an avant de consulter. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ou 6 mois. Ou 6 mois, la oui, femme a tout plus à de 35 fait. ans. Oui, alors après, il faut. Moi, je préviens souvent les personnes, les couples qui viennent me voir parce qu'elles ont du mal à concevoir. Je leur dis voilà, on va faire un bilan. Ce bilan ça intéresse monsieur, madame. C'est une photo de votre fertilité à un instant T. Ça permettrait de bénéficier d'un parcours PMA si vous êtes motivé, mais c'est quand même un parcours qui peut être où les gens ne sont pas forcément prêts. Et donc, voilà, j'essaye de leur dire après, on y va, quoi. Parce que si le bilan qu'on fait, il est valable à un instant T. Et donc, si par exemple, vous n'êtes pas prêt, on attend encore un petit peu et puis on le fait dans 6 mois, au moment où vous êtes prêt, puisque c'est une photo, par exemple, l'hystérosalpingographie, c'est une photo de la perméabilité des trompes de la dame à un instant T. Voilà, le dosage biologique, hormonaux, les hormones, ça change c'est pas forcément prédictif. Ça peut donner une idée au moment où on voit le couple, mais c'est pas forcément prédictif, des fois, de manière très fiable, de la réussite ou pas de la procédure, quoi. Donc, c'est des outils en fait d'accompagnement, mais c'est pas des diagnostics découperés sur la tête. Non, ça nous donne. C'est plurifactoriel la fertilité. Il y a les perturbateurs endocriniens que dans un bilan pré-PMA qu'on n'aborde pas trop, quoi. On regarde finalement la qualité du sperme. Alors c'est vrai que quand il y a des anomalies de la tête des spermatozoïdes, on peut imaginer des expositions. Il y a des relations, par exemple, entre tabac qui donne telle tête de spermatozoïdes. Et quand le monsieur arrête de fumer, 3 mois après, les spermatozoïdes, ils ont plus la même tête. Donc ça vaut vraiment le coup d'arrêter de fumer. Voilà, par exemple. Mais après, sinon, pour tout ce qui est épigénétique, en gros, on essaye d'évaluer la réserve ovarienne de la future maman, donc de la femme. On compte les petits œufs qu'il y a dans les ovaires.
On essaye d'estimer encore par l'AMH, donc qui est un dosage hormonal, cette réserve ovarienne. Ensuite, on essaye de voir si elle, si elle ovule, hein, si son corps arrive à sortir les petits œufs pour les mettre dans l'utérus. Si tout le chemin il est libre, donc voilà, si les trompes sont perméables, et puis si les spermatozoïdes ils arrivent tout en haut. Alors après il y a plein d'autres paramètres, la glaire, il y a plein d'autres choses qui jouent, la qualité de l'endomètre pour qu'ensuite même s'il y a une fécondation, il faut quand même qu'il y ait une nidation. Et puis il faut que cette nidation tienne, il faut que l'endomètre soit bien prêt. Voilà, donc il y a énormément de choses à voir, et tout ça peut changer, ça fluctue. Voilà. Et est-ce que parce qu'on dit de fait 1 an ou 6 mois, est-ce que tu conseilles des fois s'il y a des signes qui doivent dire ok, là il faudrait peut-être consulter plus tôt plutôt que d'attendre pour attendre, ou pas forcément? Tout dépend pour des couples très pressés, par exemple moi je peux avoir des couples très jeunes et qui sont très pressés et qui sont motivés, je pense que c'est tout à fait légitime, quoi, hein. Enfin il faut pas... Et puis en même temps il y en a qui vont être plus âgés et je vais leur dire faut pas attendre, enfin j'essaye de leur dire qu'il faut pas attendre, mais ils sont pas ouverts à ce discours et pour eux c'est pas le bon moment et voilà, et malgré le fait que la femme a plus de 35 ans, ils veulent quand même prendre leur temps. Moi je respecte complètement, c'est vraiment il n'y a pas des signes qui permettent de nous dire il faut aller plus vite. Si ce n'est par exemple, oui, s'il y a une endométriose ovarienne, où là on sait que la réserve ovarienne elle va diminuer avec l'évolution de l'endométriose, ou si il y a d'autres choses, un monsieur qui a eu un problème de sperme après un traitement particulier, c'est sûr que si on attend, il faut, il y a des situations particulières où effectivement on va y aller plus tôt, quoi, hein, mais c'est surtout la volonté du couple, quoi. C'est eux avant tout. Voilà. En tout cas, là où les personnes concernées avant tout. Tout à fait. Ouais. Donc on vient de parler des pathologies, du suivi médical. Christelle, du coup, est-ce que je t'invite à nous repréciser ce que c'est que la PMA et dans quelles conditions, ce qu'elle va pouvoir répondre? Donc, la procréation médicalement assistée, c'est un ensemble de techniques et de méthodes qui permettent d'aboutir à une grossesse. Et l'idée, c'est que c'est basé sur le principe très simple de réunir une gamète femelle, donc un ovule et un spermatozoïde, de telle sorte que cela forme un embryon qui s'accroche effectivement dans l'endomètre de la femme. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel, et la PMA va s'adresser donc aux personnes dites infertiles, mais aux personnes aussi en désir d'enfant qui sont obligées de passer par là. Je pense notamment aux femmes lesbiennes, aux couples de femmes lesbiennes ou aux femmes seules. Et en termes de technique, on va parler d'insémination artificielle, où là, c'est du sperme qui est mis dans l'utérus de la femme, de telle sorte à simuler l'acte sexuel qui permet effectivement d'avoir un enfant. Et puis on va passer aussi sur des techniques beaucoup plus complexes comme la fécondation in vitro, en passant par notamment la méthode ICSI, qui va consister à injecter le spermatozoïde dans l'ovule, forcer un petit peu la nature en mettant monsieur dans madame pour que derrière un certain nombre de cellules embryonnaires se développent et permettent la création d'un futur bébé. Voilà, globalement, c'est tout ça. Super. Est-ce que tu y vois des limites, toi, à la PMA? Évidemment, donc les limites, elles sont liées donc à la qualité, je dirais, de la matière première, hein, qui sont les spermatozoïdes et les ovules. Donc, on sait que 50% des échecs d'implantation, de nidation de l'embryon sont liés à la qualité de l'ovule. Donc là, ça va mettre une pression un petit peu élevée sur la qualité de des ovocytes de la femme. Donc là, il va peut-être falloir envisager d'autres méthodes comme le don d'ovocytes, par exemple pour la femme. Pareil pour l'homme, s'il y a des difficultés au niveau de la qualité du sperme, il va falloir l'envisager aussi. Donc ça, c'est de 1. La deuxième grande étape, une fois qu'on a réuni l'ovule et le spermatozoïde, c'est l'accroche de l'embryon.
comme l'a précisé docteur Gibert. Et là, pareil, on a des possibilités d'améliorer, je dirais, la qualité de l'endomètre, mais ça reste limité. Et quand ça marche vraiment pas, là, on a un problème. Et en France, aujourd'hui, la GPA, la gestation pour autrui, n'est pas autorisée. Donc, soit on va encore à l'étranger, ou soit à un moment donné, on fait le deuil de ce désir d'enfant, puisque il faut que, enfin, sur le plan biologique et médical, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est mon interprétation. Merci. Victor, tu dis dans ton enquête, tu t'es rendu compte que la PMA ne répond pas à tous les besoins d'infertilité. En termes de chiffres, tu as des... Alors oui, la PMA, alors le dernier chiffre, c'est grosso modo un peu moins de 200 000 tentatives par an. On parle de tentatives, hein, pas de grossesse ni d'enfants à terme, bien sûr. Et ça représente moins de 4% des naissances par an en France. Donc ça reste quand même assez marginal au final, même si on en parle beaucoup et c'est important d'en parler, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui ça va pas répondre à la baisse de la fertilité, par exemple, en France ou dans le monde. La PMA, en tout cas dans la situation actuelle, c'est pas du tout fait pour ça. Notamment parce que c'est quelque chose d'assez lourd et d'assez compliqué et que on parle beaucoup effectivement des parcours de PMA qui vont jusqu'au bout et c'est très bien, mais il y a aussi plein de gens qui décrochent, il y a plein de gens qui arrêtent en cours de route. Il faut savoir que, par exemple, la PMA, comme elle est envisagée en France, elle conduit à autant de fausses couches et de grossesses arrêtées que pour les grossesses normales. C'est pas parce que on a sélectionné le spermatozoïde, c'est pas parce qu'on a fait même une FIV-ICSI qu'il n'y a pas autant de risques de fausses couches, par exemple. Donc voilà, c'est pas du tout une solution miracle. Il y avait par exemple, pour prendre la question de l'insémination artificielle, moi c'est un chiffre qui m'avait beaucoup étonné. C'était, je crois, là, j'avais vu ça dans un rapport de la Cour des comptes qui reprenait des chiffres de l'Agence de biomédecine que dans le cas d'une insémination artificielle, il n'y a qu'une tentative sur 10 qui mène à un enfant. Pas forcément une grossesse, mais à un enfant. Donc c'est quand même assez faible, c'est une chance sur 10. Et même dans les cadres des FIV, là je m'appuie sur des travaux de l'INED, d'Élise de la Rose-Brochard, qui avait étudié donc un centre de PMA, et sur l'ensemble des couples qui venaient pour une FIV, au bout de 8 ans, il y en avait 30% qui n'avaient pas d'enfants, après 8 ans. Donc voilà, ça quand même, alors que la FIV est quand même quelque chose d'assez lourd et on pourrait imaginer quelque chose, un taux à 80 ou 90%. Et d'ailleurs, dans les 70% des femmes qui avaient des enfants, il n'y en avait que 50% qui étaient par FIV dans ce centre ou ailleurs, et 10% des grossesses spontanées et 10% par adoption. Voilà. Donc c'est pour un peu borner aussi la question de la PMA. On fait beaucoup de progrès, évidemment, ces dernières années, mais pour l'instant, pas du tout pour répondre à toutes les problématiques autour de l'infertilité. Donc heureusement que c'est là, mais heureusement qu'il y a des choses en parallèle qui se mettent en place. Du coup, on a parlé de faire attention aux perturbateurs endocriniens. J'aimerais quand même, le temps tourne, donc je suis vigilante, mais j'aimerais qu'on aborde aussi quelques mots sur le mode de vie. On a parlé du tabac. Fabienne, tu aurais quelques autres pistes qu'on pourrait poser? Oui, comme je disais tout à l'heure, on a différentes voies d'exposition à ces polluants, dont les perturbateurs endocriniens. Donc ça fait un peu liste, voilà. Après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est des préconisations, des recommandations très générales, mais après l'idée, ça va être de personnaliser également. Mais si on reprend par exemple les expositions aériennes, ça va être d'aérer chez soi tous les jours, quotidiennement, c'est 10 minutes matin et soir, et s'il y a une fois à privilégier, ce sera plutôt le soir avant d'aller se coucher, parce qu'on va y passer plusieurs heures la nuit. Aspirer également, parce que les polluants se stockent dans les poussières domestiques, donc c'est aspirer de façon régulière. Éviter tout ce qui va être bougies, parfum, ou alors si c'est le cas, c'est de façon ponctuelle, et puis en veillant toujours à aérer également son intérieur. Au niveau de l'alimentation, ça va être tout ce qui est cuisine bio, de saison, locale. Veiller toujours à éplucher les fruits et légumes, surtout quand ce sont par exemple des légumes racines, je pense. Cuisiner au maximum, éviter les aliments ultra transformés. C'est des messages là que je suppose que vous entendez régulièrement. Ça commence quand même maintenant à s'étoffer, à diffuser. Hein. Mais vraiment, également, veiller principalement dans les outils de cuisine à privilégier le verre,
l'inox, la fonte, et puis éliminer tous les plastiques, clairement. Il va y avoir peut-être aussi avoir les fréquences de consommation de certains aliments. Je pense notamment à l'apport en poisson. Il y a des recommandations officielles qui sont transmises. Donc, c'est vraiment 2 fois par semaine à peu près pour les poissons, dont les petits poissons gras, à privilégier. Et certaines espèces qui contiennent des polluants de façon très importante. Il va y avoir après tout ce qui est au niveau de la peau, limiter le nombre de cosmétiques, privilégier des labels bio, vraiment laver également ses vêtements quand ils sont neufs avant de les porter, privilégier le seconde main, c'est vraiment un truc là qui se développe ces dernières années également. Voilà, c'est vraiment des recommandations assez globales, assez générales. Et dans l'idée, après, ça va être de faire du sur-mesure, encore une fois. Ouais, c'est toujours assez indigeste quand on les liste comme ça et on se dit, mais si je fais tout ça d'un coup, non merci, c'est trop. Donc c'est toujours, on change la batterie de cuisine au fur et à mesure. C'est pas grave si c'est pas tout fait d'un coup. Et vraiment de se dire que quand il y a déjà un truc d'améliorer, ce sera toujours mieux que quand on n'a rien fait du tout. C'est ça. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire tout ce qu'elle vient de dire dès demain. Mais en tout cas, de l'avoir en tête et de mettre en place petit à petit. Moi, il y a une thématique qui me tient aussi à cœur. Sophie, tu es formée à la physiologie du cycle, ce qu'on appelle les méthodes d'observation du cycle. Et il y a cette idée dont tu as parlé d'asexualité, mais justement la connaissance du cycle pour cibler les jours de fertilité. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça ? Alors c'est vrai que c'est méconnu. Il y a beaucoup d'applications sur les téléphones pour suivre le cycle et donc beaucoup de femmes se fient à ces applications qui sont des logiciels, mais le corps humain n'est pas un logiciel. On peut pas, il se base sur des choses qui ont... Alors parce que les méthodes d'observation du cycle sont essentiellement utile pour la contraception comme pour la fertilité. Et pour la contraception, le jour où le corps il a décidé de ne pas faire comme les autres fois, il peut y avoir une grossesse non désirée. Et en même temps, on peut avoir des femmes qui ne sont pas réglées avec la Lune ni sur le logiciel, et donc des applications qui donnent des informations erronées sur la fenêtre de fertilité. Donc il faut vraiment, j'invite les femmes à écouter leur corps, à essayer je les forme aux méthodes d'observation du cycle, ou du moins je donne dans le cadre de mes correspondants des noms de formatrices qui permettent d'accompagner sur plusieurs cycles la femme pour qu'elle puisse connaître sa fenêtre de fertilité et savoir quand elle doit avoir des rapports, sachant que les rapports doivent être réguliers tous les 2-3 jours. Les spermatozoïdes normaux peuvent rester vivants jusqu'à 5 jours dans la cavité utérine et il vaut mieux avoir un sperme renouvelé plutôt que des abstinences jusqu'à la fenêtre de fécondation où là le sperme va être de moins bonne qualité s'il y a une abstinence de longue durée avant. Donc c'est une éducation du couple à la fois sur la fréquence des rapports, des éjaculations et puis sur comment observer sa température, la courbe de température, la glaire cervicale, mais aussi tous les autres signes périovulatoires qui vont pouvoir donner des signes à la femme sur sa fenêtre de fertilité. Et ça, les femmes méconnaissent et je pense que ce serait... je ne sais pas exactement quels sont les programmes enseignés en santé sexuelle dans les établissements, mais il faudrait peut-être déjà sensibiliser les jeunes sur leur corps, comment ça fonctionne, et puis sur ce que tu disais sur les perturbateurs endocriniens, puisque les enfants, les adolescents d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et leur donner d'emblée, leur dire les cosmétiques bas de gamme à 1 euro, c'est chouette, mais c'est bourré de perturbateurs endocriniens, les colorations de cheveux, l'alimentation et tout ce qui va être aussi donc apprendre à connaître son corps, être réceptif à des signaux. Moi, j'ai des patientes qui viennent me voir parce qu'elles ont trop de glaire. Je leur dis, vous avez de la chance.
Bah, mais oui, mais ça me gêne. Alors bon, donc j'essaie de leur expliquer que c'est plutôt un signe de bonne santé, parce qu'une ovulation de bonne santé, c'est aussi une bonne santé de la femme en général. C'est-à-dire que tout marche bien, c'est une horloge hyper bien huilée. Donc voilà, donc c'est important de reconnecter les femmes, parce que pour moi, une ovulation de qualité, c'est un critère de bonne santé, même pareil, enfin de bonne santé en général. Donc oui, les méthodes d'observation du cycle, c'est très important pour concevoir, pour la contraception, pour la santé en général. Et il faudrait que ce soit enseigné même voilà, chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, dans le cursus aussi médical, hein, que les médecins soient. Je crois que ça va bientôt être au début. On y travaille. Voilà. On y travaille, oui. Oui, juste précision sur la glaire cervicale, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une... Oui, ce sont des pertes vaginales au moment de l'ovulation et qui sont un signe facilement identifiable quand on s'essuie. Et effectivement, à l'essuyage, des pertes comme le blanc de l'œuf qu'on vient de casser, et pas comme le blanc de l'œuf qu'on a cuit, parce que tu vois, il y a une dame qui m'a sorti ça. Oui, mais je le précise toujours quand je forme les femmes, blanc de cru. Voilà, et qui est filant, transparent, glissant, et qui montre que l'ovulation, a priori, a eu lieu. Et donc, voilà, c'est cette fenêtre de fertilité qu'il faut pouvoir observer. Et donc, il vaut mieux avoir eu des rapports avant. Voilà, c'est avant ou pendant la fenêtre de fertilité, c'est mieux. Et la température augmente ensuite, après, une fois que c'est passé. Il faut le savoir aussi, parce que souvent les femmes pensent que le décalage thermique intervient au moment de l'ovulation, alors que finalement, il intervient juste après. Donc, c'est un peu tard après. Je précise que c'est aussi un discours qu'on pourrait tenir pour les hommes. Enfin, c'est aussi important que les hommes comprennent, d'une part, comment ça fonctionne pour les femmes, et ne pas croire que parce que eux ils éjaculent, ils sont fertiles. Donc voilà, c'est aussi quelque chose, je pense, qu'il faut développer, notamment, je sais pas, les consultations chez les andrologues, ou voilà, rendre ça un peu plus, reconnecter les hommes avec le monde médical et gynécologique, et donc et des andrologues, pour qu'on comprenne un peu mieux comment ça fonctionne, et pas à chaque fois tomber des nues. J'imagine que des hommes qui tombent des nues, j'en avais eu pas mal. Alors c'est vrai que moi en consultation, souvent, je fais des consultations préconceptionnelles, et j'essaye d'avoir le couple, mais souvent monsieur n'est pas là quand même. Ouais. Et les andrologues, il y a des urologues, mais des andrologues, il n'y en a pas beaucoup. C'est une catégorie de médecins qui existe en théorie, mais en pratique, par exemple, pour tout ce qui va être andropause, enfin, on n'en parle pas, mais c'est la ménopause version homme. Ça, voilà. Et moi, ça m'arrive des fois de voir des hommes arriver à ma consultation pour des problèmes andrologiques, mais parce qu'ils ne savent pas où aller, quoi. Non, mais il y a un énorme travail à faire. Oui, c'est sûr. Oui, il y a un gros travail d'éducation, et on parle des méthodes d'observation du cycle. Plus concrètement, on parle de méthodes symptothermiques, des méthodes Billings, qui sont un peu décriées, mais qui ont un vrai intérêt. Et j'invite celles et ceux qui ont envie de s'y intéresser de vraiment se former ou d'être accompagnés. Parce que moi, ce que je vois sur le terrain aussi, c'est que des gens prennent pioche à gauche, à droite sur Internet, et ça devient limite plus anxiogène que ce que ça peut apporter. C'est vraiment du sur-mesure. C'est comme les perturbateurs endocriniens, c'est très personne dépendant. Et encore, le discours qu'on va lui donner à un instant T, comme elle va mettre en place des choses, ça va modifier sa fertilité, ça va modifier son état de santé, et donc on va évoluer le discours en fonction des changements qui interviennent dans sa vie et comment ça évolue, quoi. On peut pas savoir, on peut pas leur prédire qu'en arrêtant tel perturbateur, ça va donner ça, en arrêtant de fumer. Et donc voilà, donc c'est au fur et à mesure, on réévalue, on avance à tâtons, et puis on optimise. On parle d'accompagnement, du coup. Tout à fait. Il est déjà 12h05, donc on va peut-être couper un tout petit peu, mais j'avais envie de rebondir, parce que tu en as parlé au tout début, Christelle, que là on parle beaucoup en termes d'individus, ce qu'on va faire nous-mêmes dans notre quotidien en tant que personne, mais ça reste quand même un problème aussi de santé publique. On a un rapport sur les causes d'infertilité vers une stratégie nationale de lutte contre la fertilité qui est sortie, on attend les mises en place concrètes. Donc je pense que oui, il y a un travail à faire chacun de notre côté quand on est dans cette situation, mais pas que, tout ne repose pas sur nos épaules. Un travail d'éducation, un travail de formation, on en a parlé, un travail
d'accompagnement, tout à fait. Enfin voilà, il y a je pense que c'est aussi aux politiques de se bouger et entre autres, c'est ce que fait Nouveau Cycle au sein du groupe Projet Infertilité avec l'écriture d'un livre blanc. On a une vingtaine de professionnels, dont médecins gynécologues du CHU, qui vont écrire des propositions concrètes pour faire bouger les choses. On est dans un mouvement de plaidoyer en parallèle de ce qu'on est en train de mettre en place ici. Est-ce que vous avez un dernier mot? Sinon, on passe aux questions peut-être. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai normalement une bénévole qui devrait pouvoir passer le micro s'il y a besoin. Ouais. Alors, il y avait Bergeline tout à l'heure qui avait un micro. Ah ben, elle est là. Merci. Là-bas, là. Bonjour, en tout cas, c'était surtout pour vous remercier pour le travail que vous faisiez. Moi, je suis ancienne patiente PMA. Bon, mon parcours n'a pas abouti. C'était il y a 5 ans. Et c'est vrai que je vois il y a 5 ans aujourd'hui, ce que je trouve bien, c'est que médecins, enfin professionnels de santé et patients travaillent ensemble. Ce que je n'avais pas perçu. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Je suis moi-même bénévole à l'association BAMP, qui va dans le même sens que Procréa. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que le fait que vous disiez que la PMA n'est pas forcément la solution, puisqu'il y a beaucoup de couples qui finissent sans enfants. Et c'est vrai que on se trouve parfois dans le vide. Donc d'où l'importance de l'accompagnement tout au long du parcours. Voilà. Pour permettre, même si la finalité n'aboutit pas, qu'on se sente moins seul. Puisque c'est vrai que les centres, une fois que c'est fini, c'est l'impression qu'on tombe dans l'oubli. Voilà. Donc, merci pour le travail que vous faites. Voilà. Merci à vous aussi. J'avais en tête l'association BAMP qui a un stand au sein du festival, qui est une association qui œuvre pour le parcours de PMA aussi depuis plusieurs années et qui a mis en place Fertility Support, un dispositif d'accompagnement par les infirmières et dédié au suivi tout au long du parcours de FIV. Donc, merci aussi pour votre travail sur ces thématiques-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou des remarques? Bon. Ben, s'il n'y a pas de questions, vous sachez que Victor est encore là un peu avec nous. Estelle, tu as un stand si je ne dis pas de bêtises. Sophie devrait être dans les parages. Ah, allez-y. En attendant, je continue. Enfin voilà, les 4 intervenantes sont encore dans les parages. Si vous avez des questions, si vous avez envie, besoin d'échanger. Le livre de Victor, normalement, est à la librairie aussi. Voilà. En fait, je voulais demander, vous parlez surtout de l'infertilité au moment où on choisit de concevoir. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de proposer aux femmes de congeler leurs ovocytes, puisque c'est ouvert à partir de 29 ans maintenant, qui permettrait, même si elles ne sont pas dans la démarche d'avoir un enfant à l'heure actuelle, de potentiellement conserver leur fertilité et le moment venu, en fait, peut-être que ce serait plus simple pour la procréation par la suite. Alors oui, tout à fait, ça fait partie des propositions. Donc à partir de 29 ans, il y a la possibilité de faire une conservation ovocytaire pour les femmes ou de spermatozoïdes pour les hommes pour motif sociétal, comme on dit. Et avant, s'il y a une pathologie, il n'y a pas de limite d'âge. On peut faire des conservations de gamètes dès l'âge des tout petits, si on a une pathologie qui endommage la fertilité. Donc oui, on propose. Et souvent, d'ailleurs, je dis que... en tout cas, là, à Bordeaux, il y a 2 ans d'attente. Et donc, je préviens même les femmes avant 35 ans, puisqu'à 35 ans, les délais d'attente, vu que la loi est passée récemment et qu'il y a eu un engouement, il y a beaucoup de femmes qui tardent, qui se disent oui, je vais attendre. Alors, pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que voilà, c'est le cheminement professionnel, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé le bon compagnon. Mais à un moment donné, avant 35 ans, il faut commencer, je pense, à faire la démarche de procréation, de préservation
ovocytaire pour cause sociétale. Ouais. C'est un processus qui demande quand même oui, c'est médicalement parlant, ça peut être pour avoir des ovocytes congelés, des fois il faut 1 ou 2 procédures. Voilà, il y a des traitements médicaux, enfin des traitements médicamenteux, des hormones, des injections, des ponctions. C'est pas, il faut aussi bien informer sur la procédure en elle-même. C'est pas juste congeler les ovocytes, il faut expliquer ce que c'est. Hein, et effectivement, si la personne est motivée, je l'encourage à le faire avant 35 ans. Merci beaucoup, Dr Gibert. Effectivement, la congélation des ovocytes est une espèce d'assurance pour les femmes qui veulent décaler leur fertilité, mais il faut savoir aussi que, en termes de performance, c'est à peu près 50% des ovocytes qui sont prélevés qui peuvent donner lieu à un embryon. Donc, il ne faut pas se dire que c'est parce que vous avez congelé vos ovocytes à l'âge de 30 ans que vous serez enceinte à 42. Voilà. Donc, quand même garder en tête. Effectivement, il y a la qualité de l'endomètre, enfin la muqueuse qui permet de la nidation, qui elle va continuer. Enfin, si elle veut utiliser ses ovocytes, on peut se retrouver avec des ovocytes congelés, mais pas la possibilité, d'avoir un embryon qui s'accroche à cause de l'endomètre, qui par ailleurs lui va continuer de vieillir, quoi. Donc, il faut leur dire que c'est pas une garantie, c'est pas du 100% aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Je rebondis ce que vous disiez sur le fait qu'il y ait 2 ans d'attente aujourd'hui, parce que c'est vrai que la congélation ovocytaire ou la PMA pour toutes maintenant a ouvert beaucoup d'espoir pour des femmes seules ou des femmes en couple. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de manque de moyens aussi là-dedans, parce que la congélation ovocytaire ne peut se faire que dans l'hôpital public, dans des centres. Tout à fait, il faut que ça reste non lucratif, donc ça reste dans un milieu hospitalier. Voilà, donc d'où les délais d'attente qui peuvent être très longs. D'ailleurs, je crois on s'y attendait pas. Je crois que l'État ne s'y attendait pas, mais alors que tous les professionnels avaient alerté sur le fait que si on met pas plus de moyens dans les centres de PMA, on allait avoir des temps d'attente qui sont un peu délirants. Ça impacte sur les couples qui sont aussi exactement, parce que les salles de ponction, elles fonctionnent pour les femmes qui font une préservation de fertilité comme pour les couples en parcours PMA. Donc ça ralentit un petit peu ça embolise un petit peu toute l'offre de soins. Voilà, c'est vrai que il faudrait qu'il y ait plus de soignants et plus de centres. Quelques chiffres sur les demandes de PMA, c'est quand même 51% de femmes seules. Hein. Donc, c'est plus de la moitié des femmes seules, c'est juste énorme. D'ailleurs, moi, j'informe sur ce qui se passe en France et sur ce qui se passe aussi à l'étranger. Hein. L'agence de biomédecine permet quand même d'aller conserver les ovocytes à l'étranger et de pouvoir les rapatrier pour faire ensuite une PMA en France. Donc ça, il faut le savoir. Bon, c'est onéreux. C'est vrai qu'en France, la préservation ovocytaire, elle est prise en charge. Il n'y a que le loyer au congélateur tous les ans qui doit être payé, mais c'est par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, on a une chance énorme d'avoir ça qui est pris en charge, quoi, jusqu'à 37 ans. Et rapide, la dernière. D'accord. Oui. Merci d'en avoir parlé d'ailleurs, parce que moi je faisais partie des femmes qui étaient en limite d'âge, donc 37, et en fait la loi n'était pas complètement passée, donc j'ai dû le faire à l'étranger. Et vous avez répondu du coup à ma question, Sophie. Une des questions que j'avais, c'était est-ce que c'était possible de rapatrier ces ovocytes ? Il faut faire une demande à l'agence de biomédecine avant. Et les usagers peuvent solliciter l'agence de biomédecine. A priori, les pays limitrophes, c'est ce qui est le mieux, parce que le transfert d'ovocytes, il faut quand même garantir la qualité des ovocytes. Ouais. Là, j'avais une patiente qui était au Canada, elle voulait le faire au Canada. Bon, on s'est renseigné, on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Mais voilà, c'est qu'il valait mieux qu'elle le fasse en Espagne ou dans un pays limitrophe au nord, en Belgique, par exemple. D'accord, mais il y a quand même un process qui est assez long entre le
le fait de ramener les ovocytes et, Après, je pense que c'est centre dépendant, c'est-à-dire que on se met sur la file d'attente du CHU de Bordeaux, du CHU de Toulouse, du CHU de Paris. Enfin, je sais pas. Voilà, ça dépend où est-ce que vous êtes, mais à partir du moment où les ovocytes sont conservés à l'étranger, pour les utiliser, il faut commencer la procédure, comme tout le monde, en France, en disant que les ovocytes, ils sont à tel endroit, et c'est au moment où on veut les utiliser qu'on met en place le. Alors, je ne connais pas les protocoles de rapatriement des ovocytes quand je l'ai à l'étranger, j'avoue. Merci, parce qu'effectivement la ponction c'était quand même assez lourd, donc éviter de repasser encore par ces étapes. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il vaut mieux faire une ou deux ponctions de bonne qualité avec un bon recueil, et puis des ovocytes conservés au bon moment, plutôt que d'attendre et d'avoir des ovocytes de moins bonne qualité, un petit peu plus vieux, et voilà, non, c'est sûr. Merci. Mais c'est pas pris en charge, quoi. Et là, je suis désolée, j'ai une deuxième question, mais c'était ma première question d'origine. Allons-y. Je la pose rapidement. Quel est l'impact du stress, du burn-out sur l'infertilité? Alors moi, je pense que c'est surtout ça rejoint. En fait, le stress, c'est le principal facteur, le perturbateur endocrinien. Le premier perturbateur endocrinien, c'est le stress. C'est le cortisol. C'est les neurotransmetteurs, c'est tout ça. Donc on parle des hormones, la testostérone, l'œstrogène, la progestérone, tout ça, c'est des hormones féminines de la reproduction. Mais à côté de ça, il y a la thyroïde, il y a les neurotransmetteurs, il y a le cortisol, etc. Et effectivement, une activité physique, un bon sommeil, une bonne alimentation et pas de stress. Mais ça, on peut pas appuyer sur un bouton pour pas être stressé, c'est un peu compliqué. Okay. C'est les piliers, à mon avis, de la santé en général. Mais le stress, oui, joue beaucoup sur l'expression des gènes et sur le rythme biologique. Merci. Merci à tout le monde. Merci pour vos questions et votre présence. Merci à tous les quatre, en tout cas. Et on laisse la place à la conférence d'après.